Alors Toto, il se coupe un bout de fesse, il l'apporte à sa maman le mange et puis elle lui dit « Waouh, il est super bon ton jambon Toto !» Salut les geeks et les geekettes, ne vous inquiétez pas, c'est bien le début de 100%, il n'y a pas eu non plus de mélange des plateaux au montage, je prépare juste la rétrospective de 100%. Ben ouais, si comme l'année dernière, il y a un montage de toutes les 2 premières secondes des 100% de l'année écoulée, au moins là, j'aurai 2 secondes où il n'y aura pas juste « Salut les geeks et les geekettes » avec le t-shirt qui change. Hein. Ça sera moins lourd pour vous, moins lourd pour moi et moins lourd pour le monteur. Hein. Voilà, ça c'est fait. Alors aujourd'hui, on est lundi, début de semaine prometteur avec la critique de Defense Grid The Awakening, oscillation avec Tic Tac et Tic Tac Remix dans Trackmania Nations et Trackmania Nations Forever. Merci Macha. Le Hidden Palace du toujours fringant Dr Lacave. Et tout de suite c'est... oui, c'est les news. Sorti au Japon en janvier 2008, From the Abyss s'apprête à sortir en France au mois de février dans une version entièrement localisée. Ce hack and slash DS, entièrement jouable au stylet, a été développé par le studio Sonic Powered, auteur de Minicopter Adventure Flight, alias Radiocopter en Europe, sorti sur Wii mi-2008. From the Abyss est étonnant à plus d'un titre. Pour commencer, il affiche des graphismes 2D très réussis, rappelant des jeux tels que Secret of Mana ou Chrono Trigger. Orienté combat, il propose des donjons générés aléatoirement, ainsi que la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de son personnage pour en faire un guerrier ou un magicien. Ce petit côté RPG est renforcé par la possibilité de capturer les compétences de ses ennemis, comme dans un Castlevania Aria of Sorrow par exemple. Enfin, il sera même possible de jouer à 2 en coopératif via la connexion Wi-Fi de la DS. Autant d'arguments qui font de ce From the Abyss un potentiel bon titre en ce début d'année particulièrement chargé pour la portable Nintendo. Développé par Nippon Ichi Software, Rhapsody, A Musical Adventure, est un tactical RPG sorti à l'origine sur PlayStation à la fin des années 90 au Japon. Depuis, un remake est apparu sur DS en août 2008, toujours au Japon. Et c'est ce dernier qui arrivera chez nous au printemps prochain grâce à Core Media. Ce jeu, qui s'adresse à un public plutôt jeune, contrairement à Disgaea par exemple, proposera une aventure au cours de laquelle la musique occupe une place prépondérante. Pour ce qui est du gameplay, l'aspect tactical et ses damiers, présent sur la version PlayStation, a disparu pour laisser place à des combats au tour par tour plus classiques. Par rapport au titre original, ce remake propose également des personnages supplémentaires, mais surtout un confort de jeu plus grand grâce au double écran. Une carte sera ainsi présente en permanence dans les donjons, et les différentes options lors des combats seront plus facilement sélectionnables. L'esprit enfantin du jeu, allié au savoir-faire légendaire de Nippon Ichi, peut dans l'absolu faire l'unanimité auprès d'un public très large. En attendant celle de Colin McRae Dirt 2, voici les toutes premières images de Fuel, le prochain jeu de course Codemasters. Ce titre n'a pas été développé par les studios anglais de l'éditeur, mais en France par le studio bordelais Asobo. Annoncé avant l'été sur PS3, Xbox 360 et PC, Fuel proposera un environnement ouvert de plus de 14 000 km², ce qui constituerait le plus vaste environnement jamais créé pour un jeu de course. Situé sur un continent américain dévasté par le réchauffement climatique, la centaine de courses proposées opposera des pilotes kamikazes dans des environnements arides, balayés par les tornades, des pluies diluviennes, ainsi que de gigantesques tempêtes de sable et de neige. Chacun devra trouver le chemin qui lui convient au volant de véhicules très variés, allant du camion au quad, en passant par la moto et le buggy. Fuel devra également proposer une dimension online forte, ainsi qu'une réalisation spectaculaire. Voici quelques images de Big Band Mini, un shoot jouable au stylet annoncé sur DS autour de mars 2009. Visuellement superbe avec de nombreux effets pyrotechniques rappelant quelques excellents titres XBLA, ce shoot jouable à 2 s'avère néanmoins plus proche d'un Twinkle Star Sprites que d'un Geometry Wars. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Pourtant, ce jeu n'est pas sorti au Japon il y a 3 ans, mais vient tout juste d'être finalisé par le studio français Arkedo, qui signe là son second titre DS après l'excellent Nervous Breakdown. Mais nous reparlerons très prochainement de ce Big Band Mini, ainsi que de ses 80 niveaux dispatchés dans 9 mondes différents.
À quelques jours de sa sortie au Japon, prévue pour le 22 janvier, Fragile refait surface en images, histoire d'assurer la promotion du jeu. Mais au regard des quelques vidéos qu'il nous a été donné de voir, on peut parier que ce jeu trouvera son public, car il occupe un créneau très peu exploité sur Wii. Il s'agit en effet d'une sorte de RPG horrifique, même s'il est fort probable qu'il n'effraiera que les plus jeunes, son style graphique, proche d'un Eternal Sonata, restant très léger. Logique puisque les développeurs de Fragile, Tri Crescendo, se sont également occupés du RPG sorti sur Xbox 360 en 2007. On retrouve donc dans Fragile les principales caractéristiques d'Eternal Sonata, à savoir un aspect visuel très soigné et une ambiance singulière. Des qualités renforcées par la chanson thème de Teshima Aoi, tout simplement sublime. Dans Fragile, l'histoire prend place au sein d'un monde en ruine. Le héros, Seto, qui recherche une mystérieuse jeune fille, va devoir éliminer sur son chemin les esprits malins qui hantent les différents lieux traversés. Pour cela, il pourra notamment compter sur sa lampe afin d'éblouir les fantômes, puis sur différentes armes pour les frapper. La lampe se dirigera avec la Wiimote alors que l'on déplacera le personnage grâce au Nunchuk. Si l'univers, envoûtant, apparaît comme très séduisant, on peut maintenant se demander si le gameplay tiendra la route sur le long terme. Une question à laquelle on pourra répondre lorsque le jeu sera sorti en Europe, aucune date n'a pour le moment été communiquée. 必ず君に会いに行くからね。約束？うん、約束。Bon là j'avoue, hein, j'ai séché, je me suis creusé la tête, voir le Rasutok pour trouver un truc spirituel, un truc un petit peu intelligent, limite malin quoi, juste pour lancer la critique de Defense Grid The Awakening. Oh, je me disais, oh c'est pas grave, ça me viendra quand je serai sur le plateau, une impro, un truc de talent, mais non, nib, pot de balle, walou. C'est dans des moments comme ça hein, que je sens que je vieillis, je me sens vieux, épuisé, fatigué. Le moral dans les sockets, c'est le contre-coup des vacances, hein, déprime hivernale. On regarde la critique et j'espère que ça ira mieux après. Wow. En 1990, le jeu Rempart proposait aux joueurs une nouveauté dans le gameplay de la stratégie. Il ne s'agissait plus de construire des unités, mais des fortifications, spécifiquement des tourelles, qui devaient tenir bon face aux assauts ennemis. Avec l'arrivée des jeux de stratégie temps réel et surtout de leurs éditeurs de maps, les joueurs ont pu recréer ce genre de jeu dans StarCraft, Ages of Empires ou encore Warcraft. Ce genre obtint un nom, le Tower Defense ou la défense par tourelle. Le gameplay relativement simple ne demande pas des graphismes fantastiques pour fonctionner, et c'est ainsi que nombre de versions ont vu le jour sur le web, en flash, ou bien en téléchargement lancé par des développeurs indépendants. C'est en tant que jeu téléchargeable que la jeune société Hidden Path Entertainment a sorti son Tower Defense, Defense Grid The Awakening, un jeu développé par Mark Terrano, le lead designer d'Age of Empires 2. Dans un jeu de ce type, ce n'est pas l'histoire qui prime. Cependant, Defense Grid fait un effort dans ce domaine. À contre-pied du contexte plutôt médiéval des jeux du genre, ce titre prend place dans un décor futuriste. Lorsque l'histoire commence, le joueur fait face aux assauts d'aliens. Pour se défendre, il doit réactiver une intelligence artificielle. C'est celle-ci qui va lui permettre de construire les fameuses tourelles. Sur chaque carte, les aliens arrivent par vagues, par un ou plusieurs points d'entrée prédéfinis, et avancent en direction de l'endroit où sont stockées les réserves d'énergie du joueur, appelées noyaux. Le but des aliens est de s'emparer de ces noyaux afin de les ramener à la sortie du niveau, et le joueur doit donc les éliminer avant de tomber à court de noyaux. Le jeu se déroule sur plusieurs maps, chacune introduisant son lot de nouveautés dans le gameplay avec de nouvelles options et de nouvelles tourelles. Les aliens dans la base de données. 2 points font principalement le sel d'un Tower Defense. Le premier, c'est qu'il faut placer judicieusement ses tourelles. Sur une map, le labyrinthe que vont suivre les aliens ne comporte que quelques emplacements propices à la construction. Un maître stratège tirera parti des meilleurs emplacements en tenant compte de la portée du tir et de la complémentarité de ces différents engins. En effet, le second point qui donne tout son intérêt au jeu, c'est qu'il y a plusieurs types de tourelles.
Les mitrailleuses sont les tourelles basiques et les moins chères. Les Inferno sont moins puissantes, mais touchent plusieurs ennemis en même temps. Les lasers font beaucoup de dégâts à un seul ennemi et peuvent même l'enflammer. Les tourelles temporelles ne tirent pas, mais ralentissent les ennemis qui passent à leur proximité. Les météores lancent des boules de feu à distance. Les tourelles canon, elles, font de gros dégâts à grande portée, mais se rechargent lentement. Les Tesla tirent très lentement, mais font de gros dégâts à proximité. Les tourelles missiles sont parfaites pour se défendre contre les attaques aériennes. Les suppressions font très peu de dégâts, mais dans une grande zone. Et enfin, les tourelles de contrôle augmentent juste les ressources ramassées à leur proximité, ce qui est loin d'être anodin. Car il y a bien entendu des ressources dans le jeu. Celles-ci influencent sur les possibilités de développement du joueur. Chaque alien abattu procure des ressources supplémentaires. Et quand on sait que le compte en banque du joueur lui rapporte des intérêts, il convient de ne pas tout dépenser directement, mais de placer juste ce qu'il faut de tourelles pour détruire les monstres. Tout ceci en sachant que chaque tourelle peut être upgradée, augmentant fortement ses capacités, mais avec un prix en conséquence. Il faudra bien sûr faire des choix. Au fur et à mesure de l'histoire, le joueur débloquera 2 outils très importants. Le premier est le radar d'approche, qui donnera des informations sur les prochaines vagues d'ennemis et permettra d'ajuster sa tactique en conséquence. Le second est le laser orbital, qui permettra régulièrement de se sortir d'une situation épineuse. Attention à ne pas en abuser, car les ennemis ainsi détruits ne rapporteront pas de ressources. Certaines cartes permettent aussi au joueur de construire son propre labyrinthe. Avec une telle profusion d'emplacements, il sera nécessaire de créer le chemin le plus long et le plus intelligent possible pour que les aliens aient une exposition maximum au feu des tourelles. Évidemment, interdiction de couper complètement le chemin jusqu'au noyau, les monstres ignorant alors le parcours créé par le joueur pour traverser directement les tourelles. Ces aliens, justement, sont de plusieurs types. Certains attaquent en groupe, d'autres par les airs, certains sont même munis de boucliers ou encore sont très rapides. Ajoutons à cela que les niveaux terminés par le joueur proposeront plusieurs types de challenges supplémentaires. Une difficulté accrue par exemple, ou bien des modes plus exotiques, comme celui où l'on doit terminer sans gain de ressources avec un budget donné au départ. Dans son genre, Defense Grid est une franche réussite. Proposé en français et à prix budget, soit environ une vingtaine d'euros, ce titre dispose de plusieurs atouts, dont le premier est sans conteste la qualité de sa réalisation. On avait rarement vu un Tower Defense aussi bien léché. On appréciera aussi les interventions de l'IA qui, non contente de guider le joueur, fournit aussi du background au scénario. N'oubliez pas de la laisser se recharger le plus longtemps possible. Malheureusement, l'univers créé ici aurait pu être plus travaillé. C'est un peu étrange de critiquer un tel jeu sur son histoire, mais les développeurs avaient tout réuni pour donner lieu à quelque chose de très spécial, comme dans Portal. Opportunité manquée, au final, tout reste assez simple. Ce n'est cependant pas une raison pour bouder Defense Grid, qui capture complètement les qualités du Tower Defense. Le jeu est très efficace et il arrivera souvent de ne pas voir l'heure tourner lorsqu'on est concentré sur sa mission. C'est tout ce qu'on lui demandait et on attend impatiemment la suite, avec qui sait, peut-être un mode multijoueur. Ce noyau est sauvé. Travail impeccable. Ben voilà Rémi, ça c'est un plateau facile. Tu vas voir, je te le fais. Alors c'est tac, et tac, les deux souris, elles traversent la route, et puis j'arrive de l'autre côté, parce que la course elle n'a pas encore commencé. Benoît, tu réalises quand même qu'il ne doit rester que 3 pelés et un tondu avec une prothèse orthopédique qui se souviennent de Garcimore? Bah peut-être, mais en tout cas, ceux-là, jamais ils oublieront la magie, l'humanité qui se dégageait de chacune de ces apparitions. Et bon, pour ceux qui sont trop jeunes, qui n'ont pas connu, il faut qu'ils aillent sur le net, hein, il y a encore des vidéos qui traînent. En tout cas, moi, j'en ai vu hier. La musique de Trackmania Nations et de sa suite directe Trackmania Nations Forever nous étonne par sa richesse musicale et rythmique. Même une oreille inexpérimentée peut se rendre compte du grand nombre d'éléments qui se trouvent superposés ici pour former un environnement sonore diversifié et très volumineux.
Il est néanmoins intéressant de remarquer que la musique change de registre entre le premier et le second volet de la série Trackmania Nations. Pour bien nous rendre compte de cela, comparons deux morceaux issus des deux volets qui se ressemblent dans le choix des éléments musicaux et rythmiques. Dans cette musique de Trackmania Nations, on peut entendre plusieurs éléments qui constituent l'environnement sonore. Les bruits figuratifs imitant une voiture qui nous dépasse à grande vitesse, 3 chronomètres différents, des applaudissements, une sirène et des cris d'hommes sont des éléments majeurs. Un second élément important est le grand nombre de rythmes à la base du morceau qui se trouvent dispersés dans toutes les hauteurs tonales, aussi bien dans le très grave que dans le très aigu. Un troisième élément réside dans les lignes mélodiques souvent à une voix. Ainsi, avec tous ces éléments, on peut facilement trouver dans le morceau des endroits où plus de 10 voix sont superposées. On remarquera néanmoins une caractéristique que tous les éléments ont en commun. Ce sont des sons électroniques. Écoutons maintenant le morceau de comparaison issu du second volet de Trackmania Nations Forever. On remarque tout de suite la réutilisation de certains éléments issus du premier morceau, comme des éléments percussifs, les chronomètres ou encore les applaudissements. Il y a aussi des éléments mélodiques et harmoniques qui sont repris. Il ne s'agit pas du même titre, mais on peut apercevoir comme une apparenté entre les deux morceaux. Il y a néanmoins une différence majeure. Dans ce deuxième morceau, on se trouve dans des sonorités qui visent davantage l'imitation de vrais instruments. Plus concrètement, on peut clairement entendre une batterie classique, comme elle est utilisée dans le rock ou le jazz, une basse ainsi que des trompettes, un piano et un saxophone qui va même jouer un petit solo. Reste à savoir qu'est-ce qui a conduit Do, la compositrice des deux morceaux, à faire ses choix musicaux. J'ai aujourd'hui la chance extraordinaire de pouvoir lui poser mes questions directement, car elle a gentiment accepté de venir nous voir. Comment as-tu choisi les éléments figuratifs du premier morceau ? Alors quand on compose une musique de jeu vidéo, on doit répondre à un certain nombre de paramètres qui doivent définir l'univers sonore du jeu vidéo. Donc pour Trackmania en particulier, les maîtres mots c'était le sport, la vitesse et la victoire. Donc quand on joue à Trackmania, on voit bien que les voitures, ça speed, ça doit aller vite. Donc le morceau doit sans arrêt monter, doit sans arrêt donner envie aux joueurs d'accélérer et surtout il ne faut jamais que le morceau lasse. Voilà. Et comment j'ai choisi les morceaux sur Tic Tac ? Je pense que tu parles essentiellement des chronomètres, des effets Doppler des voitures. C'est parce que c'est le premier morceau que j'ai fait pour Nadeo, en plus, Tic Tac, et je voulais vraiment donner l'univers sonore de ce morceau-là, l'univers du sport et de la victoire et de la vitesse. Une ligne mélodique dans le premier morceau fait un peu penser à une musique écossaise. Y a-t-il une raison particulière à cela ? Alors oui, quand j'ai entendu cette question de musique écossaise, je me suis demandé, et effectivement, sur le morceau, j'ai mis un passage très mélodique qui fasse un peu un hymne, qui soit un peu l'hymne de Trackmania, et effectivement bien vu parce que j'ai caché une cornemuse électrique derrière, c'est peut-être pour ça que ça fait penser à de la musique écossaise.
Quelle est la raison au fait que les éléments du morceau que l'on a écouté au début ont été réutilisés dans le second volet de Trackmania Nations? C'est donc sur une idée de Florent Kelsternack, le directeur de Nadeo, que j'ai fait les remixes des morceaux de Nations pour Nations Forever. Et c'est pour cela que dans le deuxième morceau, on retrouve des éléments du premier morceau, parce que je suis partie des pistes de ce premier morceau pour en faire un remix, en ne gardant que les éléments les plus significatifs à mon avis. Par exemple, justement, encore une fois, les chronomètres, les horloges, et puis le petit hymne qu'on entend, que j'ai voulu garder, une petite mélodie pour Trackmania. Pourquoi être passé de sonorités électroniques à des sonorités plus naturelles? Ben ça, c'est-à-dire que quand on demande à un compositeur de faire un remix, généralement on part d'un morceau acoustique et on en fait un morceau électronique. Sauf que là, le choix dès le départ de Nadeo pour Trackmania, c'était des morceaux électroniques pour le jeu. Donc faire un remix d'un morceau qui est déjà électronique, c'est pas évident. Donc du coup, au lieu de prendre un morceau acoustique et de le rendre électronique, j'ai pris un morceau électronique et j'ai essayé de l'acoustifier. Il est con alors. Il est con, hein. Sacré la cave. Moi, je me suis dit la première fois, oh, il est un peu prout-prout, hein, limite coincé. V'là Tipa qui fait un Hidden Palace spécial hentai. Si. Spécial sous-vêtements féminins. Eh ouais. Grâce à lui, on va peut-être enfin savoir si la princesse Pêche, elle enfile des collants, ou si la princesse Pêche met le bas. Pêche met le bas. Met le bas. Pêche met le bas. La princesse Pêche met le bas. Pêche met le bas. Ouais, merde. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Mario est sans contexte le héros de Nintendo, voire le héros de jeux vidéo le plus connu au monde. Au fil des ans, le moustachu a emporté toute sa bande dans son sillage. Ainsi, Yoshi, Donkey Kong et même son frère Luigi se sont retrouvés sur le devant de la scène. Et pourtant, Mario ne serait pas Super Mario sans quelqu'un de très particulier. Longtemps relégué au second plan, Peach est un personnage qui a su se faire un nom dans le milieu très masculin des jeux vidéo. Car si on réfléchit bien, c'est quand même grâce à elle que Mario est devenu un héros. Sans demoiselle en détresse, pas de héros, et sans héros, pas de jeu. Pourtant, elle n'apparaît pas dans le premier jeu de Mario. Dans Donkey Kong, ce n'est pas Peach que l'on doit sauver, mais Pauline, son ex-petite amie. Il faut attendre le premier Super Mario Bros pour la voir. À chaque fin de niveau, les taules libérés vous remercient, mais vous indiquent qu'ils sont désolés car la princesse se trouve dans un autre château. Et seuls les plus habiles pourront avoir ce privilège, car elle apparaît à la toute fin du jeu. D'ailleurs, à cette époque, la princesse ne s'appelle Peach que dans la version japonaise du jeu. En Occident, elle se nomme très logiquement princesse Toadstool, champignon vénéneux en anglais, puisqu'elle est la princesse du royaume champignon. Dans Super Mario Bros 2, la princesse devient jouable, et elle sera même la préférée de beaucoup de joueurs, notamment grâce à ses capacités de lévitation. En maintenant appuyé le bouton de saut, elle pouvait flotter dans les airs quelques instants, ce qui rendait plus facile d'accès de nombreuses zones. Par contre, revers de la médaille, elle était très lente et devenait ainsi beaucoup plus exposée aux attaques ennemies. Il faut savoir par contre qu'il n'y a qu'en Occident qu'elle devient jouable, car comme tout le monde le sait, le Super Mario Bros 2 que l'on connaît n'est jamais sorti au Japon en tant que tel. C'est en fait le jeu Yumeko Ojo Doki Doki Panic avec les personnages de Mario qui est sorti chez nous. Yumeko Ojo Doki Doki Panic est un jeu de plateforme tiré d'un dessin animé japonais. Le Super Mario Bros 2 japonais est appelé Lost Levels chez nous. Et par contre, la princesse n'y est pas jouable. Bien entendu, dans les suites de Mario, il faut la plupart du temps sauver la princesse. Rien de bien original en somme. Par contre, en 1992, elle s'invite dans le tout nouveau jeu de course de Nintendo, Super Mario Kart. Elle fait partie des personnages ayant une faible vitesse de pointe, mais à l'accélération efficace.
Lorsqu'elle est dirigée par l'ordinateur, elle jette des champignons pouvant rétrécir ses adversaires. On la retrouvera sans surprise dans toutes les suites de Mario Kart et par extension dans les party games et jeux de sport du plombier. Toujours sur Super Nintendo, Yoshi Safari est un jeu de tir qui se joue avec le Super Scope dans le royaume champignon. Mario, sur le dos de Yoshi, doit encore une fois se débarrasser de l'armée de Bowser. Si ce n'est une surprise pour personne que Peach y apparaisse, il faut noter que c'est la première fois qu'elle est appelée Peach en dehors du Japon. Et vu les faibles ventes du jeu, ce petit nom est plutôt passé inaperçu. Et pourtant, ça a le mérite d'être souligné. Dans Super Mario RPG, Peach se fait enlever, enfin Toadstool, car elle reprend son ancien nom dans la version américaine. Mais c'est pour mieux surprendre le joueur, car la princesse deviendra vite jouable et apportera une aide précieuse à l'équipe de Mario. C'est dans le mémorable Super Mario 64 que le nom Toadstool laisse place au nom de Peach pour de bon. Dans l'introduction, Peach envoie une lettre à Mario pour qu'il vienne déguster un gâteau dans son château. Sa lettre est signée Peach. C'est aussi dans ce jeu qu'apparaît son château qui, au fil du temps, deviendra un lieu récurrent dans la saga des Mario. Son apparence, elle aussi, ne changera que très peu. Dans Mario Kart 64, dans la course Royal Raceway, on peut retrouver le château de Peach en faisant un petit hors-piste. C'est d'ailleurs sur le parvis de ce château que sont décernées les récompenses. Dans Paper Mario sur Nintendo 64, Peach envoie encore une fois une invitation à Mario pour qu'il vienne la rejoindre dans son château. Celui-ci reste inchangé. À l'intérieur, on voit les portes avec une étoile, le seul à damier, mais ce qui frappe le plus, c'est la musique. C'est le même thème que l'on retrouve dans Super Mario 64. Le château est un stage récurrent dans la série des Super Smash Bros. Par contre, la princesse ne devient jouable qu'à partir de Super Smash Bros Melee, affirmant de plus en plus sa notoriété. Autre détail amusant dans ce jeu, on peut choisir la couleur des costumes. En blanc, elle fait penser à Peach Nurse, qui peut se battre aisément aux côtés de Dr Mario. Une des autres couleurs lui permet de se déguiser en Daisy, son homologue de Sarah Saland. On la retrouve bien évidemment dans Super Mario Sunshine, où pour la première fois elle change de coiffure. Elle porte une queue de cheval beaucoup plus décontractée. La princesse adoptera d'ailleurs cette coiffure dans la plupart des jeux de sport où elle apparaîtra ensuite. Tout ça est bien joli, mais en attendant, la princesse Peach n'a toujours pas eu le droit à son propre jeu rien qu'à elle, alors que Yoshi et Luigi ont eu cet honneur. Les développeurs de Nintendo ne seraient-ils pas un tantinet misogynes? Pas vraiment, car son heure de gloire arrivera sur Nintendo DS dans un jeu intitulé Super Princess Peach. Oui, la princesse devient une héroïne de jeu de plateforme. Et autant dire qu'à cette époque, les amoureux de plateforme 2D étaient en manque cruel de jeux. L'annonce d'un jeu de plateforme en 2D par les créateurs de Mario n'allait donc pas passer inaperçue. Hélas, Super Princess Peach s'adressant essentiellement aux petites filles, la difficulté était quasi inexistante. Peach se retrouve sur l'île des émotions et pour une fois doit sauver Mario, son frère et Toad. Armé de son parapluie magique Perry, Peach doit parcourir l'île des émotions en attrapant, jetant et gobant ses ennemis avec ce dernier. Elle peut faire appel à ses émotions pour se sortir d'un mauvais pas. La joie la fera virevolter, la tristesse la fera pleurer, etc. Ce système de jeu avait d'ailleurs froissé des associations féministes, trouvant un peu dévalorisant qu'une telle icône féminine de jeux vidéo change d'humeur à tout bout de champ. Peach accompagnera bien entendu Mario lors de son retour en fanfare sur la Wii, où elle tiendra une fois de plus le rôle de la demoiselle en détresse. Par contre, même si on ne le remarque pas tout de suite, ce jeu soulève beaucoup de questions quant à la nature de la relation entre Mario et Peach. Si dans la plupart des jeux on ne voit que quelques bisous sur le nez, ici la réflexion va beaucoup plus loin. Un nouveau personnage tient un rôle majeur dans Super Mario Galaxy, il s'agit d'Harmony, la maman de tous les Luma. C'est sa première apparition dans un Mario, et on ne sait pas trop d'où elle vient. Pourtant, au fur et à mesure du jeu, on se demande si ce n'est pas la fille de Peach et de Mario. Elle ressemble étrangement à Peach. Elle est blonde, porte une couronne, ses traits aussi sont très ressemblants. Alors on peut penser que le chara-designer ne s'est dessiné qu'un type de femme, mais en lisant le livre d'Harmony dans la bibliothèque, on trouve quelques détails probants.
Dans le chapitre 4, lorsqu'Harmony rêve de sa maman, on voit une illustration cachant le visage de sa mère. On remarque que la coiffure est la même que celle de Peach, mais mieux que ça, les boucles d'oreilles sont les mêmes que celles de la princesse. Dans le chapitre du télescope, Harmony raconte qu'elle regardait les étoiles sur sa terrasse. Et sur l'illustration, on aperçoit la silhouette d'un château qui ressemble énormément à celui de Peach. Tout ça est bien joli, mais n'implique que Peach dans une hypothétique relation mère-fille. C'est l'épilogue qui nous fait poser encore plus de questions, car on peut y lire « Mais j'aimerais bien, une fois tous les 100 ans, retourner sur ma planète bleue et m'assoupir sur les genoux de mon papa en caressant cette moustache qui fait sa fierté. » Qui plus que Mario pourrait être fier de sa moustache? Tout ça ne reste qu'hypothèse, car rien n'est dit explicitement. Il existe aussi des arguments allant contre cette théorie, le premier étant la dimension temps. Mais tout le jeu étant basé sur l'espace et le temps, ce genre d'argument ne tient pas la route. De plus, la fin du jeu démontre bien que le temps comme l'espace ne sont pas des dimensions fiables dans l'univers de Mario. Mais bon, ne rentrons pas dans des détails métaphysiques et revenons-en au thème de base, Peach. S'il est normal qu'elle apparaisse dans la plupart des jeux Mario, on la retrouve aussi de façon plutôt étonnante dans des jeux où elle n'a pas vraiment sa place. Elle est présente dans le jeu de golf NES Open Tournament Golf sur l'écran titre. D'ailleurs, elle semble y être en double. La seconde est en fait Daisy, la princesse à sauver dans Super Mario Land. Dans la version NES de Tetris, lorsque l'on finit le mode B, il y a plusieurs personnages de Nintendo qui font la fête. Peach en fait bien entendu partie. Peach se cache aussi dans F1 Race sur Game Boy. Juste avant la 4e course, elle fait acte de présence comme pour nous encourager. On l'avait déjà vu dans un précédent Hidden Palace où Peach apparaît dans The Legend of Zelda Link's Awakening sur Game Boy. Monsieur Wright entretient une correspondance avec Christine, la chèvre du village des animaux. Celle-ci fait passer une photo qui est en fait un portrait de Peach. On retrouve une statue de Peach à la fin de Wario Land sur Game Boy. Wario croit qu'il s'agit de sa récompense avant que Mario en avion la lui pique sous le nez. On peut aussi la retrouver en compagnie de Mario et de Luigi dans Kirby Superstar Deluxe sur Super Nintendo. On a un peu de mal à la voir, mais c'est elle. On la remarque mieux dans le remake DS Kirby Superstars Ultra. On la retrouve de façon plus que discrète dans Zelda Ocarina of Time. Dans le jardin de Zelda, on peut apercevoir des tableaux à travers des fenêtres. L'un représente Mario, un autre Bowser, et bien évidemment le dernier est Peach. Des fois, ce sont juste des objets évoquant Peach que l'on retrouve dans les jeux. Par exemple, dans Pikmin, on peut trouver une drôle de couronne. Et si l'on regarde de plus près, on remarque qu'il s'agit bien de celle de la princesse. Tout dernièrement, dans Animal Crossing Let's Go to the City sur Wii, on peut se procurer l'ombrelle de cette dernière. Il faut l'échanger contre des points de fidélité Nook. C'est un objet au final assez onéreux si toutefois on le compte en clochette. Il est même possible de rencontrer la princesse Peach dans des jeux d'autres éditeurs que Nintendo. Elle rejoint les deux plombiers dans NBA Street 3. La bande à Mario s'essaie au basket bien avant Mario Oops 3-on-3. Dans le même ordre d'idée, la petite clique est dans SSX On Tour sur Nintendo GameCube. Par contre, on attend toujours le jeu de snowboard du plombier. Peach est encore une fois de la partie. Dans un autre registre, on retrouve un clin d'œil à la princesse dans Ridge Racer sur Nintendo DS. En finissant le 5e Grand Prix, on peut affronter et remporter une voiture aux couleurs de Peach. Le volant est en bois avec une petite couronne dorée au milieu. Il fallait au moins ça pour rendre hommage à une personne de ce rang. Malgré les apparences, la princesse Peach est un des personnages les plus importants du Nintendo, car sans elle, pas de mascotte. Il aura fallu plus de 20 ans pour qu'elle puisse s'émanciper et perdre son statut de potiche bonne qu'à se faire enlever. Et d'aucuns diraient même qu'il est facile de ranger Peach dans sa poche.
100%, c'est comme la vie, on s'amuse, on pleure, on rit, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours de bon goût, alors ça non. Et c'est quand on arrive au bout qu'on s'aperçoit que décidément, c'était quand même pas si mal, et on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps. Allez, plein d'amour à vous les geeks, et surtout aux geekettes, et avec des bisous, plein de bisous. Et demain, n'oubliez pas, faites des bisous à Davy, de ma part et de la vôtre aussi.